et bienvenue dans ce journal du 4 février. Tout de suite, le sommaire. Présentation des engagés aux 24 heures du Mans Auto aujourd'hui sur fond du toujours passionnant duel entre Audi et Peugeot. La Chambre des métiers de la Sarthe va déménager du côté de l'université. Objectif, moderniser son image, économiser 400 000 € chaque année. Et puis mon invité Charles Harrigan, nous l'avions reçu il y a 3 semaines avant son départ pour Haïti, où il est allé porter secours aux populations sinistrées. Il en est tout juste revenu et il nous livrera son témoignage. On ouvre avec les 24 heures du Mans. La CO dévoilait aujourd'hui la liste des engagés pour la prochaine édition. Une édition qui sera marquée toujours par le duel entre Peugeot et Audi. Les Allemands ayant à cœur de reprendre le titre soufflé par la marque au Lyon l'an passé. Pierre Lelès. Ce duel Audi-Peugeot version 2010 promet d'être de toute beauté car en 2008, Peugeot revenait sur le circuit. En 2009, Audi testait sa R15. Cette année, les deux constructeurs devraient donc se battre à armes égales. Audi a d'ailleurs modifié son programme de développement. Le premier point qu'on a changé, on fait les tests hiver, pas en Europe, on fait les tests hiver dans les États-Unis parce que l'année passée, nous avons perdu beaucoup de temps parce qu'il y avait un hiver très fort comme cette année. Pour ça, cette décision était une décision positive. L'Audi R15, moi j'ai pas l'ombre d'un doute qu'elle sera extrêmement compétitive, qu'elle aura gommé ses petits défauts de jeunesse et qu'elle sera tout à fait dans le coup tant en performance qu'en fiabilité. Donc compte tenu de l'expérience qu'a Audi sur cette course-là, c'est bien évidemment un adversaire extrêmement redoutable. Audi et Peugeot aligneront chacun 3 voitures. Comme l'an dernier, la marque allemande placera 2 R10 chez le team Coles. Peugeot a lui confié une autre 908 à Oreca, avec l'objectif pour cette dernière écurie d'être sur le podium. Elle sera pilotée par Olivier Panis. C'est vrai qu'on voulait une voiture pour se battre devant, on l'a, donc maintenant ça va être difficile, il va falloir bien se préparer, mais je crois que toute l'équipe Oreca est prête, les pilotes se préparent à fond, donc on va l'avoir très tôt, donc je pense que ça c'est important, faire 2 courses avant le Mans avec, pour vraiment être prêt pour les 24 heures du Mans, mais ça va être une course dure, mais avec un super challenge. Peugeot a donc privilégié Oreca à Pescarolo, le constructeur sartois n'ayant pas les reins financiers assez solides pour poursuivre cette collaboration. Pesca prévoit d'aligner 2 proto-essence, il réunit le budget nécessaire. Il a déjà calculé que ces 2 voitures rendaient 2,5 secondes au tour par rapport au diesel. Alors la 78e édition des 24 heures, c'est les 12 et 13 juin prochains. Ce qu'il faut retenir de cette conférence de presse, les autres infos, c'est maintenant. 12 juin 2010, ils seront 55 à s'élancer sur la grille d'arrivée. Toujours en 4 catégories, 21 en LMP1, 9 en LMP2, 8 en GT1 et 17 en GT2. Au-delà du duel Peugeot-Audi, cette 78e édition est marquée par le retour de BMW et de Jaguar en GT2 et celui de Ford en GT1, avec probablement un équipage totalement féminin chez les Suisses de Matech. Cela devient une tendance, les anciens de la F1 aiment le Mans. Le plus emblématique sera l'anglais Nigel Mansell, champion du monde de F1 en 1992. Il composera d'ailleurs le premier team familial avec ses 2 fils sur une Zytek. Nouveauté de cette semaine des 24, le pesage débutera dimanche après-midi jusqu'à lundi soir. Enfin, les essais de mercredi débuteront dès 16 h. Ils seront qualificatifs à partir de 22 h. Et puis à noter, c'est une première que l'intégralité de cette conférence de presse sera diffusée sur LMTV. Ça sera ce jeudi soir à partir de 20h50. En bref, sur un tout autre sujet, les gendarmes viennent de mettre fin aux agissements d'une bande qui sévissait en Sarthe depuis environ 15 jours. À leur actif, 45 délits, vol de voiture, cambriolage ou encore incendie. Les délinquants, 4 mineurs âgés de 13 à 16 ans et un majeur âgé de 18 ans ont tous été placés en garde à vue. Ils ont été appréhendés dans le milieu des gens du voyage. Un flash mob, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est simplement un rassemblement dans la rue avec cette particularité que les participants se tiennent au courant grâce à leur téléphone portable. Par texto, donc, un flash mob politique avait lieu aujourd'hui. Des lycéens du syndicat La Fidèle se rassemblaient devant la préfecture pour dire non aux réformes des lycées. Et vous le voyez sur ces images, peu de participants. Les présents sont tout de même allés à la mairie du Mans demander le soutien du maire dans leurs revendications. 400 000 €, c'est le montant des économies que souhaite réaliser la Chambre des métiers de la Sarthe en déménageant dans de nouveaux locaux hors du centre-ville. Un nouveau site qui pourrait aussi moderniser l'image de la Chambre créée il y a en 1936. Voici les futurs locaux de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Sarthe.
Situés à proximité de la clinique du Pré, ils sont occupés actuellement par la société Médéric. L'achat des 1000 m² est en cours de finalisation et le transfert dans le quartier de l'université aura lieu en août prochain avec un objectif, changer l'image de la chambre. Le site nous amène sur un nouveau pôle qui est l'université et la Chambre métier, dans son image, a souhaité plutôt être du côté de cette modernisation. Les métiers d'artisanat doivent être aussi valorisés dans leur image. La Chambre des métiers occupe ses actuels locaux depuis 1955. Un bel hôtel particulier en centre-ville du Mans, au charme début de siècle, mais très peu pratique. Ce déménagement permettra de fermer un autre centre de la Chambre, celui de la formation continue, boulevard Henri Champion. Le regroupement de ces services du côté de l'université permettra de réaliser des économies de fonctionnement. Par le fait de la proximité donc, des personnels qui vont se retrouver sur un même lieu, donc la communication sera améliorée. Cette proximité va forcément amener une amélioration, je dirais même de productivité. Les coûts de gestion immobilière aussi, puisque nous n'avons plus qu'un seul site, donc nous amènerons à des économies importantes dans le fonctionnement, sur l'énergie, l'entretien. Résultat espéré, 400 000 € d'économie pour un investissement global de 3 200 000 €. Surtout, ce déménagement permettra d'accentuer l'une des missions de la Chambre des métiers, l'aide au recrutement. Allez, on passe au foot où l'équipe réserve du MUC 72 était engagée en Coupe de France face à Sochaux hier. Elle n'a pas fait mieux que ses aînés. En effet, ils se sont inclinés 3-0 en terre franc-comtoise. Ouverture du score sur un penalty. Le voilà, un penalty de Boudbouz suivi de 2 buts de Hidaye qui démontre une nouvelle fois la faiblesse de la défense mancelle. Le MUC 72 qui a encaissé 14 buts lors des 5 dernières rencontres. Le séisme en Haïti a fait 200 000 morts. C'est le dernier bilan dressé par le Premier ministre haïtien. Il évoque 300 000 blessés. L'aide internationale a été exceptionnelle. Charles Harrigan est mon invité. Vous revenez d'Haïti, où vous avez aidé à secourir la population. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin, vous êtes revenu il y a 24 heures. Je rappelais dans les titres qu'on vous avait reçu il y a 3 semaines à peu près. Vous vous apprêtiez à partir pour Haïti. Vous avez exercé là-bas, dans quelles conditions? Nous sommes partis à 4. Il y avait un autre médecin et 2 logisticiens et qui sont venus avec nous pour repérer comment ils pouvaient apporter de l'aide dans un second temps. Donc on a fait le tour des hôpitaux, avec les hôpitaux, donc il reste que 3 hôpitaux qui fonctionnent, avec lesquels on avait l'habitude de travailler. On a vu que c'était pas nécessaire parce que c'était encombré. Donc avec d'autres collègues, on a monté un centre de soins non loin de Champ de Mars, où c'est un camp de réfugiés. Je veux dire réfugiés, des gens des sans-abri. Et on a été vraiment beaucoup plus efficace que de rester à l'hôpital, dans ces hôpitaux, parce que les hôpitaux sont assez loin de la population. Hein. Il y en a beaucoup d'Haïtiens, encore des plaies, des blessures, des fractures, même des fractures ouvertes. On a soigné des fractures ouvertes, qui vont pas directement dans les hôpitaux parce qu'il faut attendre. Ouais, ça ils viennent dans le centre de soins. Ils viennent dans le centre de soins qui était pas loin d'eux. Et pour une raison simple aussi, encore autre raison, parce que quand les organisations internationales apportent de la nourriture, s'ils sont pas là, ils n'en ont pas. Donc ils préfèrent à côté, de suite, ils savent que les organisations sont là, et puis ils viennent. Donc ce qui explique que beaucoup de personnes n'ont pas été soignées. Beaucoup de personnes n'ont pas été soignées, si vous voulez, il y a encore énormément à faire. Et les quelques personnes qui ont été soignées, il faut aussi penser à revoir les plaies, à changer le pansement, parce que si vous changez pas le pansement, il y a l'infection qui s'ensuit, qui viennent, c'est énorme. Ça nous amène à une petite polémique qu'il y a eu quand même à propos des amputations. 4000 amputations auraient été réalisées apparemment sans doute un peu vite et dans des conditions surtout d'hygiène pas adaptées. Vous en pensez quoi, vous qui C'est l'hygiène pas adaptée, ils n'avaient pas le choix. Il faut pas, si vous voulez, dans les conditions où se trouvaient les Haïtiens, ceux qui ont fait, c'est nos collègues médecins, que ce soit américains, espagnols, européens aussi, et ils n'avaient pas le choix. Il faut savoir, dans les conditions normales, Haïti n'a pas la possibilité, si vous voulez, sauf si vous avez de l'argent, si vous n'avez pas de l'argent, on n'a pas la possibilité d'avoir des soins adéquats, surtout quand il s'agit de l'orthopédie. Alors si il fallait commencer par réduire, par soigner, après essayer de trouver un suivi, c'était impossible. C'était pas possible. Il valait mieux de toute façon. Bon, malheureusement, on se retrouve avec ce que j'ai appelé, on a 2 générations, une génération d'amputés, avec toute la génération d'amputés et puis les générations pré-universitaires, que Haïti perd 2 générations, cette génération. Mais ça veut dire que l'aide, obligatoirement, doit continuer pour aider ces personnes-là, parce que le gouvernement, on a vu, il n'a pas été à la hauteur pendant le séisme, il ne le sera pas, enfin, on en doute, dans la suite. Dans la suite, et le gouvernement, de toute façon, n'a pas été à la hauteur, il ne sera jamais non plus, parce que vu les conditions, c'est énorme, qu'est-ce qu'il y a comme du travail à faire. C'est-à-dire que nous,
on était à côté du Champ de Mars où vraiment à peu près 4 à 5 000 réfugiés, c'est-à-dire que des sans domicile. On a énormément soigné, on a eu énormément d'enfants. Et on a des histoires d'enfants. Il y a 2 problèmes majeurs pour moi personnellement. On a vu beaucoup d'enfants qui disent aucun mot depuis l'accident. Depuis l'événement, ils disent pas un mot. Les parents me disent, ils n'ouvrent pas la bouche, ils disent rien. C'est des enfants qu'on a repérés au bout de 4-5 heures dans les décombres. Comment était l'ambiance? Alors ma question peut vous paraître étonnante, mais nous en France on a vu des images de ces personnes, sans doute sur ce Champ de Mars justement, en file indienne, qui chantent des louanges à Dieu pour le remercier d'être vivant. Et à côté de ça, on a vu des images beaucoup plus dures de ces sans-abri justement, comme on peut le voir sur les photos. Quel est l'état d'esprit des Haïtiens aujourd'hui? Moi, je crois que l'état d'esprit des Haïtiens il est assez formidable. Il y a eu effectivement, c'est pas des bagarres, je dirais pas des bagarres, c'est parce que quand on lance des aliments, c'était au début, on lançait des aliments des hélicoptères, les gens, la foule court pour aller, le premier arrivé, c'est le premier servi. Actuellement, si vous voulez, les Haïtiens sont très dignes, moi je trouve, ils s'organisent énormément. J'ai rencontré ce qu'on appelle chez nous des nounous, dans une crèche, c'est une femme qui s'occupe d'une dizaine d'enfants. Alors elle me disait, l'Éternel m'a laissé 5 enfants. Ouais, plutôt de dire qu'il a pris 5 enfants. Non, l'Éternel m'a laissé 5 enfants. Vous voyez, les gens sont excessivement croyants, ils prient, et malgré tout, il y avait des soirées, pendant toute la soirée, dans certains quartiers, vous entendez, les gens passent la soirée à prier. L'aide arrive-t-elle là où il faut? Est-ce que là ça progresse? Je peux dire non, parce qu'il y a des endroits, parce qu'il faut bien connaître Port-au-Prince. Port-au-Prince, il y avait 2,5 millions d'habitants à Port-au-Prince. Donc il y a énormément de quartiers, vraiment des quartiers très reculés. L'aide n'arrive pas à ces quartiers. Et qu'est-ce qu'ils font les Haïtiens? Ils s'organisent. Dès qu'il y a un espace vide, ils se mettent en groupement, ils se retrouvent là-dedans dans un groupement. C'est comme si c'est de même que j'ai un groupement que j'ai rencontré, il y avait 108 enfants et 300 adultes. Ils n'avaient rien reçu. Rien, même pas un sac de riz, rien du tout. Ils vivaient de quoi? De l'eau. Et de l'eau, même pas de l'eau stérile, de l'eau propre. Ils buvaient de l'eau, donc des petites nourritures qu'ils trouvaient à droite et à gauche. Alors voilà. si vous les avez rencontrés, comment ça se fait que l'aide internationale, les ONG ne les a pas rencontrés? Oui, parce qu'il n'y a pas que. C'est qu'il y en a énormément, Et deuxièmement, je pense que les ONG sont trop occupées à s'occuper des endroits déjà répertoriés. Il y a des endroits répertoriés, et bon, il y a des crèches répertoriées, il y a des centres répertoriés, ils s'occupent de ces centres-là. Ils ont mis 16 centres de distribution alimentaire. C'est pas suffisant. C'est complètement insuffisant. Et ils étaient dans un second temps, ils sont obligés de se rendre dans les groupements. Par exemple, ils sont venus à Champ de Mars où on était. Là, il y a 4-5 000 personnes. Ils viennent distribuer la nourriture, effectivement. Mais il y en a des endroits 400-500 personnes. C'est désolé. On va arrêter là notre entretien. C'est dommage parce qu'on pourrait parler longtemps encore de vous écouter parler et témoigner sur ce que vous avez vécu. On va terminer en rappelant l'adresse du site internet de votre association qui s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez vous appeler toujours au don. Tout à fait, oui, au don. Vous allez organiser une réunion, je crois, bientôt pour expliquer aux Manceaux ce que vous avez fait, ce que vous allez faire de leur don. Effectivement, on fait une réunion le samedi 27 février à 18h à Changer, la salle Rabelais, pour expliquer ce qu'on a reçu, pour dire ce qu'on a reçu et ce qu'on a l'intention de faire. Et par la même occasion, je voudrais remercier la mairie du Mans, la mairie de Changer et la mairie de Montséan-Belin pour leur aide de suite. Ils m'ont rappelé pour nous aider, ainsi que le conservatoire. Voilà, il y a un concert le mardi 9 février à 20h30 à la salle des concerts, rue du Port, un concert pour Haïti. Rue du Port, salle des concerts, c'est au Mans, 20h30, donc le mardi 9 février. Charles Harrigan, merci beaucoup d'être passé sur ce Merci plateau. LMTV de m'avoir invité. Je vous en prie. Allez, on termine avec une idée de sortie. Le centre Jacques Brel de Mulsanne accueille l'artiste Moreau. Moreau, c'est samedi dans le cadre du festival à suivre de près organisé par la Fédération régionale des MJC. L'artiste est seul en scène et se sample lui-même. Un univers intimiste à découvrir à partir de 20h30. L'entrée est entre 8 et 6 €. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo présentée par Romuald Besson. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information. En attendant, passez d'excellents moments sur LMTV.